sait-on de l'explosion du barrage à Novakachovka qui a entraîné une catastrophe humanitaire, écologique et économique majeure? Quelles sont les conséquences directes et lointaines pour la région? Pourquoi il est faux de dire, comme le font beaucoup de médias internationaux, que l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef du site en anglais ukrainevolt.org. Bonjour Volodymyr. Alors aujourd'hui nous allons parler de la situation à Novakachovka et dans toute la région de Kherson qui est actuellement inondée. Aujourd'hui nous avons appris que 600 km² se trouvent inondés actuellement. Tout ceci après le barrage qui a été explosé le petit matin le 6 juin 2023. Catastrophe incroyable qui a brisé des cœurs de millions d'Ukrainiens depuis 3 jours déjà. Voilà, donc commençons par dire ce que nous savons déjà. Nous avons reçu déjà beaucoup d'informations sur les conséquences directes. Nous avons vu les maisons entières flotter littéralement dans le fleuve Dnipro. Nous avons vu des familles qui ont été sauvées. Nous savons que une trentaine de villes et villages ont été inondés, dont une vingtaine donc une vingtaine de rives droits, celui qui est contrôlé par l'Ukraine, et une dizaine, voire plus, du côté rive gauche en fait. Et on sait déjà que depuis hier, il y a malheureusement des témoignages qu'il y en avait des morts sur la rive gauche, notamment cette rive qui est contrôlée par l'armée russe, c'est-à-dire par les occupants. Et nous savons qu'il y a très peu d'efforts. Il n'y avait pas d'effort du tout de la part de l'occupant que de sauver la population civile. Aujourd'hui, il y a déjà des accords entre l'Ukraine et l'ONU. Ils vont essayer d'organiser les opérations de sauvetage pour essayer de sauver des gens sur la rive gauche aussi. Alors voilà, donc quelle est ta lecture en fait de cette situation? Qu'est-ce qu'on peut y rajouter côté conséquences directes pour la région? Je commencerai par des mémoires personnelles, parce que Novakachovka c'est une ville très importante pour moi. Il y a une partie de ma famille qui habite là-bas, et en fait pour moi 1986, n'est-ce pas, l'année de l'explosion de Tchernobyl, Novakachovka c'était une ville qui m'a sauvé, parce que cette partie de la famille, tante Nathalie, tiotia Natasha, titka Natalia, selon le langage qu'on puisse utiliser. Donc ils nous ont accueillis dans leur ville, en fait, parce que effectivement l'explosion de Tchernobyl était une catastrophe majeure, et on a cherché, moi j'avais 6 ans, on a cherché aussi de trouver une place qui sera ok pour des enfants, n'est-ce pas? Avec toi, Tania, on a visité Kherson et la région de Kherson en 2021, juste une demi-année avant cette grande invasion. Donc c'était aussi la région très très importante pour nous, et finalement on est juste entré de Zaporizhzhia, qui est aussi une ville industrielle très importante sur Dnipro.
On a aussi visité Nikopol il y a quelques jours, il y a quelques mois. Nikopol, juste en face de la station nucléaire de Enerhodar. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que ce sont des régions très importantes pour l'histoire ukrainienne. Ce sont des régions des Cosaques. Zaporizhzhia, c'est la naissance des Cosaques à la fin du 15e, 16e siècle. Et c'était vraiment l'histoire qui est très, très, très au cœur de la narratif ukrainien, de ce type de gens qui sont libres, qui sont au bord de la steppe et qui sont sur Dnipro. On sait que les sitges de Cosaques ont commencé à Zaporizhzhia, que la dernière sitge de Cosaques a été à côté de Nikopol, donc et que finalement les régions de Kakhovka étaient aussi très importantes. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que à cette époque-là, on a eu un écosystème magnifique qui s'appelait la Grande Prairie, Veliki Lugh, dans laquelle Dnipro était absolument magnifique et formait plusieurs lacs, plusieurs endroits dans lesquels les Cosaques se situaient, ont été situés. Et cet écosystème a été détruit par la construction de cette centrale hydroélectrique dans les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très important parce que, selon les écologistes ukrainiens, les écosystèmes de cette région-là ont pris une vingtaine d'années pour s'adapter. Parce que tout ce qui était cette grande prairie a été finalement inondé par le Dnipro, inondé par cet réservoir de l'eau de Kakhovka. Et là, maintenant, avec cette explosion, avec cet acte terroriste de la part de la Russie, on assiste à quelque chose qui va à l'inverse. Donc, il y a encore une autre destruction de cet nouvel écosystème. Et je pense que vraiment, on aura les conséquences pour des décennies à venir. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ce sont des changements brusques 70 ans après. Donc la situation revient à celle d'avant, et on se souvient aussi que dans les années 50, il y avait aussi des gens qui ont pleuré justement la disparition de leur village sous l'eau à cause de la construction de ces stations hydroélectriques. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs que réalisateur ukrainien Dovzhenko, Alexandre Dovzhenko, un génie cinématographique ukrainien, avait visité sa station hydroélectrique au moment de sa construction. Il y a tourné aussi un film soviétique finalement, mais un film sur écosystème, sur cette géographie, s'intitulait Poème sur la mer, Poème pro more. C'est une réplique, en quelque sorte, à son film d'avant, 1930, le film Zemla, la Terre, qui était largement critiqué, voire interdit. Il était tout de suite interdit par les soviétiques. Je crois que c'était 8e ou 9e jour après la première. Elle était interdite, donc il n'était pas démontré. Et donc, un autre élément qui intéresse Dovzhenko ici, la mer. La mer, on parle pas de la mer, on parle de fleuve Dnipro et de cette mer artificielle de Kakhovka, en fait, de ce lac. Et donc, voilà, on inviterait nos auditeurs à chercher, à regarder ce film. Et donc, des choses moins poétiques, c'est que, justement, écologie, il y a quelque chose de très frappant que de voir que les mondes disparaissent sous l'eau la deuxième fois de suite, puisque les gens, bien sûr, se sont habitués. Je garde aussi un souvenir de notre voyage dans la région de Kherson en été 2021. Nous avons visité Oleshki. C'est une espèce de désert du sang à côté de rive gauche de Kherson, rive gauche de Dnipro, un désert où
où en fait tu peux marcher pendant des heures vraiment dans un sable. Il y avait une piscine, etc. C'est un endroit absolument intéressant à voir. C'est, si je me trompe pas, c'est un désert le plus grand en Europe, mais en tout cas en Ukraine, ça c'est sûr. Je garde aussi un souvenir magnifique de ce village de Nova Zbourivka. C'était Nova ou Stara Zbourivka. Aussi plus bas que Kherson, nous avons dormi là-bas, et donc c'est très douloureux que de découvrir dans les actualités de ces jours-ci que ce village est déjà sous l'eau, comme un quartier, voire plus déjà à Kherson. Ce quartier, cet arrondissement plutôt, qui s'appelle Korabel, il est déjà sous l'eau, et les images que nous recevons actuellement, les images où les gens essayent de se sauver de leur maison inondée, ce sont des images dévastatrices. Et Oleshki, c'est vraiment sous l'eau. On voit que l'eau arrive jusqu'à les toits. Selon les informations officielles, l'eau peut monter jusqu'à 7 mètres. Maintenant, c'est 5 mètres et demi. Donc, c'est énorme, en fait. Ça permet de couvrir les surfaces vraiment très grandes. Et même si on avance plus loin vers la région de Mykolaïv, il y a aussi les informations que l'eau avait monté d'1 mètre, 1 mètre et demi dans plusieurs villages dans la région de Mykolaïv aussi. Pour l'instant, il n'y a pas d'inondation, mais l'eau arrive jusqu'à vraiment des maisons. Donc, si ça monte encore, ça peut créer des désastres aussi à Mykolaïv. Et pour revenir à ce que tu avais dit pour Zaporizhia, oui, il y a quelques jours encore, on était à Zaporizhia, justement un jour et demi en fait, avant cette explosion, et on a pu voir Dnipro, on a pu voir les plages, on a pu même nager dans Dnipro, et donc nous recevons les images des plages que nous connaissons maintenant, et l'eau est extrêmement basse à Zaporizhia, comme elle est d'ailleurs dans tout ce qui est Dnipro avant Novakakhovka. Donc ça crée un déséquilibre total, et ce qu'on reçoit comme information officielle, c'est que malheureusement dans le lac de Kakhovka, l'eau est tellement basse à cette heure-ci où on en parle que les systèmes d'irrigation dans 3 régions, 3 oblasts, c'est-à-dire Kherson, Zaporizhia, mais aussi Dnipro, ils ne pourront plus prendre de l'eau depuis Kakhovka. Ça voudra dire, dans l'immédiat, les problèmes d'irrigation pour 3 régions. Ça voudra dire tout de suite qu'il y aura des problèmes pour l'agriculture dans 3 régions. Donc, impossible à ce stade de dire quel impact réel pour la récolte de cette année. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à trouver une alternative pour irriguer les champs, ça voudra dire une catastrophe pour tout le secteur agricole de ce centre de l'Ukraine. Oui, absolument. Donc, vous pouvez voir que des conséquences de cet acte sont vraiment très, 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 très profonds, parce qu'il y a des conséquences immédiates. C'est les vies des gens, c'est les vies qui ont perdu leur maison. On connaît ces gens-là. Il y a parfois nos amis, il y a parfois nos membres des familles que j'ai évoqués déjà. Donc il y a des gens qui sont perdus. On ne sait pas où ils sont. C'est surtout sur la rive gauche. On reçoit l'information qu'il y a des gens qu'on ne trouve plus. Donc c'est-à-dire on ne sait pas où ils sont. Et c'est aussi donc il y a ces conséquences immédiates. Tu peux ajouter? Oui, il y a une chose que on devrait absolument mentionner. J'ai mentionné Dovzhenko, mais à Oleshki, on sait déjà que la maison d'une artiste ukrainienne, Polina Raiko, est déjà inondée. Donc, pour expliquer ce que c'est une maison musée où cette dame avait carrément peint les fresques sur tous les murs de sa maison. C'est de l'art primitif. C'est une artiste très authentique qui avait commencé à peindre à l'âge très
très très mûrs. Pour imaginer ce que ça voulait dire, ces dessins, ces peintures ressemblent à ce que faisait Primachenka, par exemple. Donc c'est l'art primitif, l'art populaire, avec des couleurs très vives. Et donc toute sa maison portait des fresques, était en fait faites de ces fresques uniques, en fait, qui ressemblent vraiment à rien de tel. Et je me rappelle qu'on avait déjà mal au cœur au moment où on savait que la Lèche qui était sous occupation, on priait en quelque sorte que cette maison, ce musée reste intact. Aujourd'hui, malheureusement, on reçoit l'information déjà officielle par les gardiennes. Il y avait des dames qui étaient gardiennes, c'est-à-dire qu'elles étaient là sur place, même sous occupation. Ils ont d'ailleurs évacué. Heureusement, ils sont en vie. Ce sont 2 femmes âgées, mais leur témoignage est que la maison est complètement inondée et on peut imaginer l'impact pour les fresques. Donc tout ceci, c'est un héritage culturel ukrainien perdu, détruit une fois de plus par les troupes russes. Donc voilà. Oui, c'est une maison non réplicable. C'est une maison qui est lui-même un objet d'art. On peut pas le comparer avec rien d'autre. Donc, pour des causes aussi, pour des conséquences immédiates, il y a malheureusement ce qu'on reçoit de l'information de ces villages sur la rive gauche contrôlée par des Russes, c'est que c'est vraiment inhumain et que les soldats russes, non seulement ils n'aident pas les évacuations, mais il y a l'information, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais selon notre expérience, c'est tout à fait plausible parce qu'on a vu ça à plusieurs autres endroits en Ukraine que effectivement ils empêchent l'évacuation aux gens dans les villages inondés. Donc les Russes ne laissent les gens ne laissent pas partir. Et c'est vraiment un autre exemple de cette crime de guerre. Et la même chose pour la rive droite. Pour la rive droite, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations très fiables qui proviennent de journalistes qui sont présents sur place, qu'il y ait des tirs en permanence sur la ville de Kherson. Il y a déjà 9 blessés au moins dans la ville de Kherson. Nous avons déjà vu, donc il y avait déjà des vidéos des gens qui étaient en train de s'évacuer et qui étaient justement par artillerie, qui étaient bombardés. Donc c'est-à-dire que non seulement ils ont inondé, mais ils continuent à empêcher les évacuations sur la rive droite aussi, c'est Absolument. Donc, j'ai écouté un programme sur la radio ukrainienne dans lequel le journaliste qui était à Kherson, effectivement, il faisait ce programme en décrivant la situation autour de lui et pendant le programme, on entendait vraiment des tirs d'artillerie. Et on sait bien ce que ça veut dire d'être en Kherson pendant la frappe d'artillerie. On était à Kherson au mois de décembre, après une frappe absolument affreuse qui a tué plusieurs gens. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Non seulement les Russes ont fait exploser le barrage, mais ils continuent avec cette politique sadistique, avec cette politique de nécrophilie en fait. On n'a pas d'autre mot pour décrire, pour l'expliquer. Donc empêcher les gens d'évacuer et puis tirer à ces colonnes d'évacuation sur Kherson pour tuer des gens qui essayent soit pour tuer des gens qui sauvent des autres, soit pour tuer des gens qui sont dans les situations absolument horribles. Et si on regarde Kherson, c'est une ville qui est déjà triplement martyre. Puisque d'abord, c'est une ville qui a été occupée, qui a vécu sous occupation pendant 8 mois. Ensuite, c'est une ville qui a vécu ce court moment d'euphorie après libération, mais qui était tout de suite bombardée après, pendant des longs mois. Donc ça fait déjà 8 mois. Donc 8 mois d'artillerie, de tirs, la civile qui meurt à côté des supermarchés, à côté des arrêts de bus, etc. Et pour terminer, les Russes font exploser ce barrage et ils ont inondé. Donc c'est-à-dire que si on parle que de la ville de Kherson, c'est une ville qui était triplement martyre. Donc pareil avec la région. Et donc ironie du sort, la Russie appelle Kherson une ville russe.
C'est-à-dire que voilà, donc là on peut voir une approche, c'est que une ville que tu appelles qui t'appartient, tout d'abord voilà, ils l'occupaient, mais après ils commençaient à la bombarder en permanence, et donc les cibles, nous étions en quelque sorte témoins de cela, étaient des civils, et ensuite tu inondes voilà la terre que tu considères qui t'est inscrit dans ta propre constitution, parce que n'oublions pas, en Fédération de la Russie, il a inscrit que Kherson est une région russe. Alors, comme voilà. Zaporizhzhia, comme Nikopol, comme d'autres villes qui souffrent maintenant, comme tous les villages autour. Donc, mais laisse-moi terminer parce que il faut que nos auditeurs entendent bien la perspective. Donc, il y a ces conséquences immédiates. Il y a des conséquences de mid-terme, si je peux dire. C'est bien sûr c'est la question de la contre-offensive, parce que effectivement la contre-offensive ukrainienne, je pense que c'est évident pour beaucoup de gens, ce que les Russes ont fait pour empêcher la contre-offensive, et c'est d'ailleurs une pratique assez répandue dans les guerres, mais surtout dans les guerres que mène la Russie ou l'Union soviétique, parce qu'on sait bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée rouge a détruit le barrage de Dniproges, c'est-à-dire de cette première station hydroélectrique en Ukraine soviétique, d'ailleurs construit avec l'assistance énorme des Américains dans les années 20 et 30. Et ils ont détruit ça pour empêcher effectivement à l'armée allemande de progresser. Et on a plusieurs informations donc sur le nombre des morts, mais effectivement il y avait une inondation de la ville de Zaporizhzhia et aussi de plusieurs villages autour. Et si on se rappelle la bataille pour Kiev en février et mars 2022, il y avait aussi, donc l'armée ukrainienne a fait exactement la même chose en faisant sauter le barrage à côté plus haut que Demediv. En fait, pour empêcher les Russes d'entrer, c'était un petit barrage, il n'y avait pas des grandes inondations, mais il y en avait quand même. Et donc, c'est quand même très courant dans l'art militaire, dans cette science militaire, que de couper les ponts quand tu essaies de ralentir l'avancée de l'armée ennemie qui essaie donc c'est-à-dire que aujourd'hui même, j'ai lu des témoignages et des arguments des gens qui participaient à cette grande explosion grande pour Kiev, mais pas du tout grand pour Novakhovka. Cette explosion de ce pont à Demediv, ce barrage, ils ont dit que, imaginez-vous combien d'explosifs il faudrait utiliser pour faire sauter ce petit barrage. Il explique très en détail comme participant de cet acte, comme témoin, c'est que ils n'ont pas réussi ni de la première fois, ni de la deuxième fois, c'est de la troisième fois qu'ils ont fait juste un petit trou, en fait, dans le barrage. Alors que c'est pour revenir, pour entamer déjà toutes ces discussions absolument superficielles, irritantes et voire agaçantes pour toute l'Ukraine qui sont là depuis les premières heures après cette explosion, ce que comme si les Ukrainiens pouvaient le faire eux-mêmes avec je ne sais pas quoi, avec les HIMARS ou avec autre artillerie. Donc ceci n'est physiquement pas possible, puisque pour faire sauter un édifice aussi grand et solide, il fallait utiliser des tonnes d'explosifs. Donc aucun HIMARS ni missile ne pouvait le faire détruire cela. Et on peut pas comparer cette barrage à Demediv avec celle de Novakhovka, parce que à Demediv il s'agit de Irpin. Exactement. Qui est juste une petite fleuve, et vous avez peut-être vu dans les photos quand il y avait des batailles pour Butcha et pour Irpin. Irpin, c'est juste une petite fleuve que tu peux traverser très très facilement. C'est pas Dnipro. Et bien sûr, cette explosion n'a pas provoqué vraiment des changements d'écosystème qui se produit maintenant avec cette explosion. Et mais donc, je vais juste terminer parce que j'ai commencé à parler des conséquences et on va parler aussi des causes.
parce qu'il y a cette conséquence de mi-terme, c'est la question de contre-offensive, mais il y a aussi des conséquences de long terme. Et il faut qu'on discute, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, parce que tu as déjà évoqué qu'il y a un déséquilibre du niveau de l'eau, et c'est très important pour qu'on comprenne que dans les endroits de le fleuve de Dnipro où l'eau était haute, il va tomber et ça va produire des conséquences. Dans les autres endroits où il était bas, il va aller plus haut. Donc, ce qu'on déjà voit avec les inondations. Deuxième chose, c'est que il y aura aussi une partie de l'eau salée qui vient de la mer, qui va aussi changer le mix de l'eau en bas de Dnipro. Et ça va créer des problèmes, bien sûr, pour le potable, mais aussi pour l'irrigation. La question d'irrigation est très, très importante parce que finalement, tous les champs autour de cet réservoir, ce sont des champs de la steppe. Et avant cette construction de ce réservoir, c'était pas vraiment des champs très 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 bien pour l'agriculture, etc. Donc maintenant, on va se poser la question, est-ce que l'agriculture dans ces régions-là est possible? Est-ce que les exportations ukrainiennes de ces produits agricoles sont possibles pour les décennies qui viennent? Et aussi, il y a la question pour la chaîne de l'eau vers la Crimée. Oui. Donc, et ça, on peut discuter parce que les Russes essaient de faire l'accent sur ce sujet qui, il me semble, très ridicule. Avant d'aller vers la Crimée, il y a encore deux choses majeures à long terme, moyen et long terme qu'il faut considérer, et même court terme. Donc, tout d'abord, ce lac de Kakhovka était aussi nécessaire pour le refroidissement du système à la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est là qu'il se trouve dans la ville qui s'appelle Energodar, juste en face de Nikopol. Donc, c'est là que nous avons vu, à la distance de 6 kilomètres, parce que nous étions à Nikopol, nous voyons juste à travers ce lac, en fait, cette centrale nucléaire. Pour l'instant, d'après ce que nous disent nos experts ukrainiens, ce que nous dit Agence internationale en énergie atomique et internationale, ils disent que pour l'instant, la situation est stable, puisque le niveau de l'eau permet de prendre encore suffisamment d'eau pour les systèmes de refroidissement. Et il faut y ajouter qu'il y a à la centrale d'autres réservoirs d'eau qui permettent de refroidir des systèmes correspondants. Mais ceci est aussi un risque, puisqu'il faut aussi se rappeler que cette centrale nucléaire, elle est toujours occupée, elle est toujours dans les mains d'occupants, et donc en connaissant déjà sa logique, comment dire, macabre, qui consiste ne pas s'arrêter devant des catastrophes écologiques sans précédent, donc il pourra ne pas s'arrêter. Donc, grande question, comment est-ce qu'ils vont faire avec les systèmes de refroidissement de cette centrale qui, d'ailleurs, elle n'est pas en fonction, mais quand même, il faudra refroidir les systèmes de conservation. Donc il y a énormément de choses qui sont liées à ça. Et donc, les risques de la pollution nucléaire, ils augmentent avec la disparition, la mort du lac de Kakhovka. Deuxième chose, là on va revenir. Deuxième chose, c'est une chose liée au système de minage, puisque les positions russes ont miné énormément leur position, autour de leur position sur la rive gauche. Et donc ce que nous avons déjà vu dans les vidéos, et ce qu'il y a déjà des témoignages, que les mines sont emportées par l'eau. Certaines sont noyées, mais d'autres, ils continuent à polluer tout le bas du fleuve Dnipro, et tu sais vraiment jamais où ce que les mines, est-ce qu'ils vont exploser, ou est-ce que ils vont partir dans la mer. Et il y a certaines, bien sûr, qui vont atterrir plus bas, selon le fleuve Dnipro, que ce soit à Mykolaiv ou à Kherson lui-même, n'importe quel autre village. Donc ça représente un danger énormissime. Donc les Russes ont noyé leur première ligne de défense. Ça, c'est vrai. Nous avons aussi vu des soldats qui partaient en courant, parfois qui grimpaient les arbres, et puis après les bateaux venaient les chercher, parce que c'est vrai qu'ils ont peut-être mal calculé, ou bien ils ont sacrifié leurs soldats, c'est aussi dans leur logique. Mais ça veut dire que
ce problème de mine, il est tout à fait réel, de déminage, et comment on fait le déminage de la mer, tout ceci va représenter encore des conséquences et aussi des victimes, y compris parmi des civils, dans les semaines, des mois, je sais pas, peut-être des années qui viennent. Oui, c'est un problème vraiment pour des années qui viennent, pour des décennies qui viennent, pour, comme j'ai dit, pour des écosystèmes, pensons des poissons, pensons des organismes qui habitaient ces massifs de l'eau et il y en a plus. Qu'est-ce qui va se passer avec cette région de la grande prairie qui était avant? Est-ce qu'il va se reconstituer? Je m'en doute. Donc il y avait vraiment beaucoup de questions. Mais parlons maintenant peut-être de cette façon dans laquelle ce crime de terrorisme ou bien de surterrorisme, c'est ta concept, c'est ton concept, etc. Et je pense que c'est vraiment un concept très important et peut-être et tu vas élaborer pourquoi tu appelles cette invasion russe une invasion surterroriste. Mais parlons d'abord de la façon dans laquelle il était perçu il était représenté dans les médias internationaux, qui a vraiment parfois indigné les Ukrainiens. Oui, tout à fait. Depuis les premières heures, on était quand même très surpris de voir. Il faut aussi dire que la communication russe sur l'accident avait commencé un peu plus tôt que la communication ukrainienne, tout simplement parce que les Ukrainiens n'étaient pas trop au courant des projets. Et c'est vrai qu'on était très tristement surpris depuis le petit matin, le 6 juin. 2023, quand nous avons entendu dans plusieurs discours des médias internationaux une formule telle que les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement dans ce désastre, alors que nous n'avons pas suffisamment de preuves à cette heure pour dire qui en était coupable. Et donc, depuis, il y avait des heures et déjà des jours qui se sont écoulés, il y avait des arguments qui étaient mis sur la table, et mais on continue à entendre cette incertitude, on continue à entendre des voix des experts ou soi-disant experts qui affirment que soi-disant l'Ukraine avait ses raisons peut-être de le faire. Mais je commencerai par une chose toute simple que nous avons déjà évoquée, que tout simplement, selon les lois de la physique, ce n'était pas possible pour l'Ukraine que de faire sauter ce barrage. Tout simplement. Oui, les Ukrainiens ont essayé à plusieurs reprises de détruire un pont, un Tonivsky pont à Kherson, qui est une construction beaucoup plus souple, beaucoup plus modeste. Et finalement, les Ukrainiens juste ont réussi de endommager un petit peu ce pont, mais pas le détruire. Là, maintenant, on voit ce barrage, c'est complètement, il y a plusieurs éléments de ce barrage qui sont complètement détruits. Donc, il y a parfois des hypothèses que les Russes, peut-être, ils n'ont pas. Donc, c'est soit ils ont fait des explosifs, vraiment, les très grands, soit c'est la négligence criminelle. Parce que ils ont pas vraiment suivi les processus de l'augmentation du niveau de l'eau, etc. Moi, je m'en doute même que c'est la question de la négligence. Je ne le crois pas. Mais posons la question, qu'est-ce que les médias internationaux devaient dire? Bien sûr, on comprend que dans les premières heures de l'événement, tu n'as pas de preuves. Bien sûr, tu dois parler aux experts, tu dois demander ça, puis tu as ce fou... je pense que payé par des Russes, Tucker Carlson, donc un influenceur américain, qui dit que voilà, c'est les Ukrainiens et son vidéo a 30 millions de spectateurs, etc. Donc les gens qui n'ont aucune compétence dans la question de l'ingénierie, dans la question de construction des barrages, etc., ils commencent à parler. Bien sûr, les médias respectables, ils doivent éviter ça. Mais qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils doivent pas dire que les Ukrainiens, les Russes s'accusent, blablabla, parce que ça crée une impression que peut-être les Ukrainiens sont coupables. Ils devaient dire que le barrage était sous contrôle des Russes,
qu'il y avait des informations que le barrage a été miné, que l'Ukraine a prévu et a parlé à plusieurs reprises que ce scénario est possible. Et voilà, tirez vos conclusions. Voilà, tout simplement. Et après, voilà, il y a cette cause militaire aussi qui est aussi très mal interprétée. Nous avons déjà dit que c'est une chose tristement commune pour une armée qui se défend que de faire exploser les barrages pour se protéger et pour créer une certaine distance entre l'armée qui avance et soi-même. Donc les Ukrainiens l'ont fait à côté de Kiev, les Soviétiques l'ont fait à l'approche des Allemands, les Allemands l'ont fait à l'approche des Soviétiques. Donc ceci, c'est une classique un peu de la guerre. En même temps, voilà, donc, les arguments étaient que, mais regardez, mais rive gauche est plus basse que la rive droite, alors qu'il y ait plus des inondations du côté gauche. Alors pourquoi les Russes le feraient-ils? Ça c'est vrai d'ailleurs. La rive gauche est beaucoup plus inondée, même s'il y a moins de villes et villages, parce que tout simplement Kherson, la grande ville, est sur la rive droite. Mais ça, si on prend la surface inondée sur la rive gauche, elle est largement supérieure par rapport à la surface inondée sur la rive droite. Donc pourquoi? Et après, le deuxième argument, Crimée. Voilà, Crimée serait coupée de l'eau, ce qui est vrai d'ailleurs, il sera coupé de l'eau, comme elle était coupée de l'eau de Dnipro après 2016, je crois, 2015-2016 jusqu'à 22, parce que les Ukrainiens l'ont fait comme ça exprès, comme une manière de dire que retournez nos Crimée, après vous allez avoir de l'eau. Donc tout ça, c'est vrai. Mais on sous-estime ce que les observateurs occidentaux n'arrivent pas à cerner, c'est que les Russes ont une autre manière de voir les choses, une autre manière de voir le monde. Quand j'évoque cette approche sur terrorisme, voilà. Donc je veux dire qu'il y a un disrespect, le non-respect de la réalité. C'est-à-dire que ils savent très bien que leurs troupes vont être noyés, une partie de leurs troupes vont être noyées, ça leur est indifférent, puisque c'est normal que de sacrifier encore quelques centaines, ou on ne sait pas, peut-être des milliers, voilà, c'est normal. Donc ils respectent pas la réalité de souffrance de civils qui sont autour d'eux, et ils respectent pas la réalité, même leur propre réalité, qui leur dit que cette région de Kherson, ça leur appartient. Alors donc il faut la respecter, il faut le soigner, il faut faire le minimum de dégâts, tout ceci. Donc c'est une manière, surtout c'est une manière de faire exploser la réalité en insistant jusqu'ultime sur sa vérité à eux. Donc c'est-à-dire que on peut pas tenir cette région de Kherson, alors on va la détruire, mais on va démontrer quand même qu'on est capable de faire briser cette réalité. Et donc ceci, on comprend très bien, ça a du mal à percer, puisque c'est une manière d'agir, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser qui dépasse justement le cadre occidental. Et nous, comme voisins très proches de la Russie, nous comprenons que c'est leur manière d'être. Donc c'est très, ça leur importe peu. Il y a aussi la question de l'imaginaire et de la peur. Parce que on sait bien que, selon les classiques de la pensée philosophique, politique, y compris français comme Montesquieu, le noyau dur de la tyrannie, c'est la peur. C'est produire la peur. Tu gouvernes par la peur. Comment tu produis la peur? Tu produis par des événements comme ça. Donc, bien sûr, c'est un message des Russes que voilà, ils sont fous et ils peuvent faire exploser le barrage, ils peuvent faire quelque chose avec le nucléaire, etc. Donc, je pense que on doit le comprendre que c'est une intimidation, que c'est le jeu avec la peur et si on veut pas être gouverné par des tyrans, bien sûr, on doit éviter d'avoir la peur. Justement, voilà. Donc c'est pour ça que sur terrorisme, donc c'est comme le terrorisme, il agit par semer la panique, par semer la peur, par dire que tout peut arriver à n'importe qui, à n'importe où. Nous sommes capables de cela, alors que oui, nous sommes capables de faire sauter un barrage
Kakhovka, créer un désastre écologique, économique, bon, peu importe, tuer les gens, nous sommes capables de cela. Ayez peur. Donc, voilà. Vous n'êtes pas à la hauteur de nous répondre. Et ce qui est le plus désolant, c'est que dans cette réaction très timide aussi de certains leaders occidentaux, notamment dans les débuts et après dans certains médias qui disent que voilà, sans certitude, parce que reconnaître qu'il y ait un sujet qui est capable de ce crime en toute connaissance de cause, si tu le reconnais, il faudra que tu te dises aussi, tu te dises en même temps que moi je suis capable d'affronter cela. Je suis capable d'apporter une réponse, de dire non à cela. Et donc cette non-volonté d'agir, parce que ça nécessite un engagement qui dépasse peut-être de loin cet engagement qui est très réel d'ailleurs des partenaires occidentaux, mais il faudra le dire à haute voix que nous avons affaire avec un mal absolu, avec un mal qui s'arrête pas du tout, devant rien du tout. Et alors que nous devons nous engager à fond avec les moyens, avec tous les moyens que nous avons. Et comme il n'y a pas de volonté politique pour procéder, justement, il y a des formules très prudentes qui essaient de dire que oui, une catastrophe, n'importe quelle catastrophe écologique, même nucléaire, c'est très mal. Mais si on désigne pas le coupable, on a le droit à un certain degré de passivité. Oui, on va livrer encore quelques armements, mais on va pas faire tout. C'est-à-dire qu'on va pas s'engager réellement. Oui, je pense que c'est une très bonne conclusion, très très forte. Et il faut agir, il faut affronter le mal. Merci Volodymyr. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Volodymyr Yarmolenko, philosophe, journaliste ukrainien, rédacteur en chef de l'Ukraine World.org, un site en anglais sur l'Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.